Bonjour, je voudrais ici essayer de vous donner un aperçu des archives des parcs et jardins qui sont conservées à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, service dont le nom ne permet pas vraiment de comprendre qu'en fait il s'occupe essentiellement d'archives. Voilà. Pour fixer, parce que je pense que surtout parmi les étudiants, beaucoup ne nous connaissent pas, la médiathèque est un service à compétence nationale du ministère de la Culture, en charge des archives et de la documentation du service du patrimoine. Elle conserve à ce titre les archives des monuments historiques depuis 1830. Vous savez que c'est la date de la nomination du premier inspecteur des monuments historiques, Ludovic Vitet. On y trouve donc tous les papiers de cette administration sur les politiques menées en matière de parcs et jardins, les dossiers de protection, les archives des travaux qui ont été effectués, les études spécialisées, notamment les études phytosanitaires, qui ont été conduites, et les rapports de fouilles archéologiques également qui ont été menés. Je pense notamment par exemple à Marly ou à des jardins historiques bouleversés qui ont fait l'objet de fouilles spécifiques dont vous avez les rapports et les comptes rendus, et puis également ainsi tous les plans et dessins réalisés lors de ces interventions ou préalablement à ces interventions. Il faut d'abord commencer par souligner que pendant longtemps, les monuments historiques ne se sont pas occupés des parcs et jardins. La priorité était donnée à la préservation des édifices. Les jardins et les parcs qui y étaient attachés n'étaient mentionnés ni sur les listes de protection du XIXe siècle, ni sur les arrêtés de protection qui ont suivi. Avant la Première Guerre mondiale, on peut dire que les arbres et les paysages qui apparaissent sur les plans des architectes en chef ne sont là que pour indiquer l'échelle ou donner une touche de pittoresque. Et en cela, je m'inscris, je formule une assertion qui va à l'encontre de ce que disait Madame Castaldi avant pour les BCPN. Pendant longtemps, les monuments historiques, qui étaient une administration pauvre, petite, considéraient qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour s'occuper des abords et notamment de l'environnement végétal des bâtiments. Il fallait sauver l'édifice et que c'était bien aux bâtiments civils et aux BCPN de s'occuper, eux, des grands parcs et des jardins et d'avoir l'argent pour s'en occuper. Je vous montre là, naturellement, à tout seigneur, tout honneur, un dessin de Viollet-le-Duc pour le château de Pierrefonds en 1858. On y voit le donjon restauré et l'enceinte encore en ruine, qui à l'époque avait été voulu pour être conservé en tant que ruine romantique et donc, écrin au donjon restauré, et une visite de l'empereur. Et vous voyez quand même que là, Viollet-le-Duc donne une idée de l'environnement végétal, un environnement végétal dont il n'est pas responsable. Viollet-le-Duc n'a jamais dessiné de jardin pour ses constructions, ce qui est assez incroyable, alors que nous avons des centaines de croquis et de dessins de végétaux, d'arbres, de paysages, de montagnes, de forêts, de la forêt de Compiègne et de la forêt de Pierrefonds. Il n'a jamais dessiné de jardin. Ses successeurs, j'allais dire directs, comme Juste Lich, qui propose là ce projet de restauration du château de Gien, vous voyez, là aussi, les arbres sont réduits quand même à l'idée de décor. Aucune mention dans son projet de restauration du jardin intérieur ou des jardins en terrasse du château. Pas plus que quelques années plus tard, en 1873, ces états du château d'Amboise par Ruprecht Robert. En fait, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que des architectes des monuments historiques s'occupent plus spécialement de jardins, en tout cas prennent cette thématique en compte. Vous voyez ici le projet de restauration de la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon par Formigé, le premier, Jean Camille, donc en 1900. Et là, vous voyez, dans cette vue perspective, il a un souci de rendre tout l'environnement de jardins et de potagers et de fruitiers, naturellement, de la Chartreuse.
Il existe quand même des exceptions à ce manque d'appétence, on va dire, pour l'environnement végétal. Je prendrai comme exemple ce dessin de Dévrin. Dévrin, en effet, en 1906, propose un agrandissement du château de Nantes qu'il se proposait de transformer en hôtel de ville. Donc vous voyez, il rehausse les bâtiments et il les augmente. Et pour ce nouvel hôtel de ville, il propose un projet de jardin dont vous avez ici un croquis. Il y a plusieurs planches. Ce projet, naturellement, comme vous vous en doutez et comme vous le savez, n'a pas été suivi d'effet. En fait, il faut attendre la loi du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites pour que la notion de protection, telle qu'elle est définie par la loi de 1913, soit étendue à des espaces non bâtis. On protège d'abord les jardins ordonnancés, les parcs paysagers du XIXe siècle, les créations contemporaines et les jardins publics ne sont peu ou pas concernés à l'époque. La loi sur les abords de 1943 renforce l'idée de prendre en considération le monument non comme un isolat, mais comme un objet relié à son environnement. Les premiers projets de restitution ou de création de jardins dans les monuments historiques apparaissent alors, comme celui du château de Châteaudun par Jean Trouvelot en 1930, ou celui-ci au Mont-Saint-Michel par Bernard Obold, qui va aménager voilà, toute cette partie-là, toutes les terrasses qui sont au nord-ouest de ce qu'on appelle la Merveille, les bâtiments de la Merveille, à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Alors, voilà le dessin des jardins. Vous voyez, c'est des jardins en terrasse faits par Obold en 1930. Voici une vue un petit peu après-guerre, mais qui montre l'état des jardins tels qu'ils ont été réalisés, qui suivent exactement le plan prévu. Et vous voyez, je ne sais pas si c'est à votre droite, oui, à votre droite, donc une photo de 1911 montrant en fait les terrasses quasiment à l'abandon, et puis les terrasses aménagées en jardin en 1952. En 1930, mais la photo date de 1952. Il est d'ailleurs assez intéressant de savoir qu'aujourd'hui, le Centre des Monuments Nationaux qui travaille sur l'abbaye est en train de restaurer ces jardins et s'appuie sur les dossiers de Obold de 1930. Autre premier jardin, j'allais dire, dans les monuments historiques, directement après-guerre, en 1948, les jardins du château d'Angers par Bernard Vitry. Vous avez là une vue vers 1950, mais Vitry propose son aménagement en 1948. Il démolit l'ensemble des bâtiments de casernement qui occupaient l'intérieur du château et propose cette grande galerie pour la tapisserie de l'Apocalypse, naturellement, et puis la création de jardins. Donc ces premiers... Alors, j'espère que vous voyez bien le document, parce qu'à l'écran, là, sur l'ordinateur, c'est pas évident. Ces premiers jardins construits, ou reconstruits ou restitués dans les monuments historiques s'enrichissent de plans et d'attachements figurés fournis par les entreprises spécialisées, comme Toutain Roussel, ici, grande entreprise de jardinage et paysagiste, pour la recréation du jardin du domaine des Granges de Port-Royal à Magny-les-Hameaux, faite de 1953 à 1957 par Henri-Marc Duplantier. Donc vous avez là vraiment un attachement de travaux de jardinage, et je ne sais pas si vous... non, c'est beaucoup trop petit, mais les hachures correspondent à ce qu'il faut labourer, aux espaces qu'il faut planter, etc., et aux différentes espèces qu'il faut mettre en jeu. À partir des années 1970, on peut dire que la thématique jardin prend une nouvelle ampleur et fait significatif la revue Monuments historiques, qui est la revue officielle du service, publie
au premier trimestre 1970, un numéro spécial sur les plantations aux abords des MH, en insistant sur la création de jardins contemporains ou la restitution de jardins historiques connus par les sources. C'est une première qui est suivie en 1976 d'un numéro sur les jardins, un numéro spécial, et en 1986 par 2 numéros sur les jardins publics, puis sur les jardins des provinces. Les jardins, à cette époque, sont désormais considérés comme faisant partie intégrante de la restauration d'un édifice. Pour illustrer ce propos, je voulais vous montrer la restitution du jardin de l'intendant aux Invalides, réalisée par Bertrand Monet, architecte en chef des monuments historiques, qui reprend les plans de son prédécesseur, Jean-Pierre Paquet, qui était décédé en 1975 et qui avait déjà préfiguré la restitution de ce jardin. Il démolit donc l'ensemble des bâtiments utilitaires qui avaient été construits au début du 19e et à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle sur cette partie des Invalides, et en fait s'inspire des plans du milieu du XVIIIe siècle montrant ce fameux jardin de l'intendant. Et voilà la restitution qu'il en fait, que vous connaissez sans doute, où non seulement il dégage grâce à ce jardin la perspective sur le dôme et redonne un cadre, j'allais dire, un cadre de qualité aux bâtiments de Robert de Cotte, notamment aux bâtiments bas construits à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Un autre exemple, j'allais dire, à une autre grandeur, c'est la création d'un jardin au château de Ville-Savin à Tours-en-Sologne, faite à peu près dans les mêmes années, c'est-à-dire en 1986, par Patrick Ponceau, autre architecte en chef des monuments historiques. En 1981, vous savez que l'ICOMOS a redéfini la notion de jardin historique dans sa charte de Florence. Et j'allais dire, cette nouvelle impulsion donnée à la fois à l'intérêt sur les jardins, qui est à la fois un intérêt avec tout un groupe également de chercheurs qui s'intéressent de nouveau à l'histoire des jardins, fait que le ministère de la Culture crée en 1991 la Mission Jardin, puis le Bureau des Jardins et du Patrimoine Paysager en 1998 sous la direction de Madame Joëlle Veil. Une section dédiée aux jardins et aux parcs est instituée au sein de la Commission des monuments historiques à partir de 1994. En 2003, enfin, le Conseil national des parcs et jardins voit le jour sous la présidence de M. Jean-Pierre Badi. Toutes les archives de ces institutions sont à la médiathèque. Si pendant longtemps les monuments historiques ont considéré les jardins comme un luxe qu'ils ne pouvaient que rarement se permettre, naturellement, on l'a vu avec l'intervention de Mme Castaldi, ce n'était pas le cas dans les domaines nationaux qui ont bénéficié depuis le début du Xe siècle d'un corps de jardiniers et d'un corps d'architectes spécifiques, les BCPN, les architectes des bâtiments civils et palais nationaux. Donc, ça a été magnifiquement illustré précédemment, je ne reviendrai pas dessus. Simplement, et vous avez compris où étaient conservées leurs archives, j'avais fait un petit laïus sur la série F13 et la série F21 que je vais vous épargner. Néanmoins, la mise en extinction du corps des BCPN en 1991 a fait qu'ils ont été progressivement remplacés par les architectes en chef des monuments historiques. Et que le Centre des monuments nationaux, qui gère la plupart des domaines nationaux aujourd'hui, dépose à la médiathèque les documents, les pièces importantes qu'il trouve ou qu'il achète. Pour illustrer ce propos, je voulais vous montrer le projet de reconstitution du parc à la française du château de Champs sur Marne par Henri Duchesne en 1895 pour Cahen d'Anvers, qui a été retrouvé donc dans les combles du château et qui a été déposé dans les années à
alors je n'ai pas noté la date, mais enfin c'était vers les années 2010, à la médiathèque dans nos collections. La tempête de 1999 et les catastrophes qu'elle a entraînées, notamment dans les grands parcs comme Versailles et Saint-Cloud, a fait prendre conscience de la fragilité des jardins historiques. Et elle a obligé à des travaux de remise en état d'une ampleur inédite et a suscité, par voie de conséquence, une véritable vague d'études historiques et techniques spécifiques. Y faisant écho, la revue monumentale, donc la revue des monuments historiques qui a succédé à la revue Monuments historiques, a publié en 2001 un numéro spécial sur les jardins ordonnancés, tiré en partie, enfin, à partir de nos dossiers conservés à la médiathèque. Actuellement, 2400 parcs et jardins sont protégés pour une grande majorité, et quand je dis une grande majorité, c'est 98%, attachés à un édifice bâti. Il n'y a donc que 2% de jardins purs, entre guillemets, qui protégés en tant que tels. Parmi les protections récentes, pour rester en Île-de-France, on peut citer la roseraie Gavreau à la Île-et-Rose en 2005, le domaine de Sillery à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne, qui est un jardin du paysagiste Louis-Sulpice Varé pour le vicomte de Ségur en 1837. Le domaine de Segré à Saint-Sulpice de Favière, encore dans l'Essonne, qui est un arboretum que je suppose vous connaissez, constitué par le botaniste Pierre-Alphonse Lavallée au milieu du XIXe siècle, et dont la collection a été récupérée par Maurice de Villemorin pour son arboretum des Bars dans le Loiret. Enfin, le domaine de la Saussaye à Vers-le-Grand, toujours dans l'Essonne, qui est un jardin d'eau du XVIIe siècle, créé pour la famille d'Alméras et relativement bien protégé, enfin bien conservé, qui a été protégé au titre des monuments historiques en 2014. Pour terminer, je voudrais insister sur l'importance des fonds photographiques de la médiathèque. Vous savez que notre service a une des plus grosses collections, notamment de négatifs photographiques. Elle s'enorgueillit de conserver la mission héliographique, première commande d'État de photographie en 1851, et aujourd'hui compte à peu près 15 à 20 millions de clichés. Pour ce qui est des parcs et jardins, très nombreuses vues naturellement. J'illustre simplement quelques fonds. La mission héliographique, parce que c'est la première. Vous voyez ici le cloître de l'abbaye de Moissac, dont le jardin là est pour le coup bien en friche, en 1851. À la fin du XIXe siècle, disons des années 1875 aux années 1914, quand les monuments historiques commencent, d'abord parce qu'ils ont un petit peu plus d'argent, et commencent à reconstituer, après la mission héliographique, des fonds photographiques, où ils achètent des photographies de photographes, mais aussi d'architectes ou d'érudits. Là, une photo de Lucien Roy du parterre du château de Langeais à la toute fin du XIXe siècle. Et enfin, un autre fonds qui est tout à fait intéressant, qui est le fonds Gustave William Lemaire. Gustave William Lemaire, qui naît en 1848 et meurt dans les années 1920. Et qui porte sur les châteaux du début du XXe siècle, dont il documente toutes les parties, énormément de châteaux, plusieurs centaines de châteaux, qu'il photographie sous toutes les coutures, j'allais dire, des appartements de réception aux écuries, en passant par les cuisines et les jardins. Et quand je dis jardin, il photographie non seulement les parterres, les parcs, mais aussi les serres, et les jardiniers. Donc quelques photos pour illustrer ce fond. Le château de Marchais dans l'Aisne avec ses parterres fleuris. Hélas, nous avons acquis ce fond, mais sans aucune archive, donc les photographies ne sont pas datées.
Voilà. Donc elles ont été réalisées entre, disons, 1900 et 1920. Une autre photo donc, des jardins de ce qui reste du château de Richelieu en Indre-et-Loire, avec les jardiniers près des serres, et puis cette extraordinaire coupe des peupliers derrière, très spectaculaire. Et enfin, le potager du château de Vaux-le-Vicomte, là aussi au début du siècle, avec une cohorte de jardiniers qui y travaillent. Voilà. Naturellement, ces quelques images ne suffisent pas à donner comment dire, idée de l'ampleur des fonds photographiques, notamment parce que je ne vous ai pas présenté de photographie contemporaine et de photographie de travail des architectes, naturellement, dans les travaux qui ont lieu pour les jardins, les grands jardins. Je voudrais insister aussi sur le fait que comment dire, nos fonds continuent finalement ceux des BCPN, et les grands travaux faits à Versailles, à Saint-Cloud, à Meudon ou à Fontainebleau aujourd'hui sont documentés à la médiathèque. Voilà. J'espère que cela vous donnera l'envie de venir travailler un petit peu dans nos fonds, qui sont limités, mais je pense non sans intérêt. Et je vous invite à regarder notre site dont vous avez l'adresse URL sous les yeux. Merci.